On se souvenait de cette nuit de diverses manières. Certains disaient que Lady Vivienne Albright était simplement sortie dans le jardin pour prendre l'air. D'autres affirmaient qu'elle s'était disputée avec son fiancé en pleine salle de bal, et d'autres encore juraient l'avoir vue dans les écuries, pieds nus, les cheveux en désordre. La vérité, cependant, était simple et sauvage. Elle s'était enfuie. Enfuie du bal, de cette réception étouffante et dorée, où tout le monde souriait d'un air si peu naturel, que leurs visages semblaient sculptés dans la cire. Elle portait une robe de soirée d'un bleu pâle, brodée de fils d'argent. Sa peau diaphane et si claire qu'elle semblait n'avoir jamais connu le soleil, scintillait sous la lune. Ses longs cheveux châtains, défaits, étaient parsemés d'épines et de poussière. Ses traits s'étaient enfuis, aristocratique, avec un menton légèrement relevé. Ses yeux, d'un bleu si sombre qu'il paraissait un noir dans l'obscurité, étaient vifs, effrayés, mais empreints de détermination. Sa respiration était saccadée et son cœur battait à ses tempes. La robe s'accrochait aux branches des buissons, se déchirait, laissant derrière elle des fils comme une trace. Elle avait perdu ses souliers dès les premiers instants. Ses pieds étaient écorchés, son souffle court. Vivienne ne se retournait pas. Si elle s'était retournée, si elle s'était arrêtée ne serait-ce qu'un instant, tout se serait effondré. De nouveau le corset serré, de nouveau des mains étrangères, de nouveau le regard glacial de son fiancé, de nouveau les murmures de la cour et le silence approbateur de son père, qui croyait davantage au titre qu'aux sentiments de sa fille. La forêt était sombre comme de l'encre. Elle ne connaissait ni les salles de bal, ni les noms de famille, ni les promesses. Seulement le silence, seulement le vent. Et elle courait, vers un lieu où les noms n'existaient pas, où il n'était pas nécessaire d'être une lady, où l'on pouvait simplement respirer. Sa robe s'agrippait à la mousse humide, aux racines, aux aiguilles de pin sèches. Chaque seconde semblait être un pas vers le néant, et en même temps, le seul véritable pas de sa vie. Vivienne ne se souvint pas comment elle était tombée. Une branche, une pierre, peut-être une racine mouillée, avait craqué sous son pied. Tout se brouilla. Une douleur fulgurante à la tempe, un cri bref et sec, puis l'obscurité. Les étoiles au-dessus de sa tête se mirent à danser, la forêt se referma, et sa conscience sombra dans le néant. Elle fut tirée de son inconscience par une odeur âcre de fumée et de viande. Elle ouvrit les yeux avec difficulté. Ses paupières étaient lourdes, ses cils collés. Des poutres sombres traversaient le plafond, et un bouquet d'herbes séchées se balançait au-dessus de sa tête. La pièce était obscure, exiguë, avec une seule fenêtre étroite par laquelle filtrait la lumière froide du matin. Quelque part, un feu crépitait. Elle tenta de bouger, mais son corps tout entier était endolori. Le drap était rêche, et la chemise d'homme qu'elle portait n'était pas la sienne. La panique l'envahit aussitôt. Ses mains se mirent à trembler, son regard a balayé la pièce. Son cœur s'emballa. Qui? Où? Pourquoi? Des pas. Un, puis un autre. Le craquement d'une planche. Quelqu'un était là. Il sortit de l'ombre, tel un ours émergeant des fourrés. Grand, large d'épaules, les cheveux sombres et emmêlés, le nez cassé, une barbe de plusieurs jours, une chemise grossière, un gilet de cuir, un pantalon. Il ressemblait plus à un chasseur qu'à un fermier. Ses mouvements dénotaient une force contenue. Et surtout, ses yeux, gris, froids comme la glace des montagnes. Son regard la transperçait, mais sans chercher la faiblesse. Il se contentait de regarder. « Tu es vivante, dit-il. » Sa voix était rauque, grave, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Elle essaya de s'asseoir, de se repousser du lit. « Ne me touchez pas. » Il ne bougea pas. Je n'en avais pas l'intention. Sa respiration se coupa. Vivienne examina les lieux. Une cabane, une seule pièce, un foyer, une peau de bête sur le sol, une table en bois.
Dessus, des bandages, un couteau, une gourde. Et, comme à dessein, juste à côté, un revolver. Rien ne ressemblait à son monde. Tout était trop réel, trop brut et trop vivant. Où suis-je? Dans les montagnes. À une journée de marche de la ville. Tu es tombé. Je t'ai trouvé cette nuit. Vous me suiviez. Il eut un rictus mais sans sourire. Seul le coin de sa lèvre tressaillit. J'ai entendu un cri et du bruit. J'ai l'ouïe fine. Elle se recroquevilla, ses doigts s'agrippant le bord de la couverture. Ses yeux se portèrent de nouveau sur le revolver. « Calme-toi, je ne suis pas un bandit. »« Qui êtes-vous, vous alors ?» Il ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur elle un peu plus longtemps que nécessaire. Mais il n'y avait aucune vulgarité, seulement de la lassitude et la prudence d'une bête habituée à être jugée avant même d'avoir parlé. « Daniel, je vis ici. » Elle garda le silence. Ce nom ne lui disait rien. Pas de noblesse, pas d'explication, pas de menace, mais pas de soulagement non plus. Il s'approcha de la table, prit une tasse, la remplit de taïa d'eau de sa gourde et la lui tendit. « Bois, on parlera après. » Sa voix était toujours aussi grave, mais pas brutale. Elle prit la tasse avec précaution. L'eau était froide, fraîche. Sur ses lèvres, un goût de métal et de conifères. Daniel sortit, sans la regarder, sans dire un mot de plus. Il laissa derrière lui une odeur de fumée, de cuir et de quelque chose de visqueux, comme de la résine de sapin. Elle but une gorgée, et seulement alors, elle s'autorisa à trembler. C'est ainsi que commença sa nouvelle vie. Dans la cabane d'un montagnard sauvage, avec un nom qui n'était pas le sien et un destin encore plus étranger. Et tandis que derrière la fenêtre, la première neige du matin tombait sur le ciel, Vivienne serrait la tasse entre ses mains et, pour la première fois depuis longtemps, ignorait ce que le lendemain lui réservait. Mais elle savait une chose avec certitude. Il n'y avait pas de retour en arrière. Dehors, le jour se levait. À travers l'étroite fenêtre, une lumière pâle et grisâtre filtrait lentement, diffuse, humide et froide. Elle ressemblait à celle d'un premier matin dans une maison inconnue, où même les murs semblaient de respirer d'un souffle étranger et inhospitalier. Vivienne m'était assise au bord du lit rudimentaire, les genoux repliés contre sa poitrine, enveloppée dans une lourde couverture de laine qui sentait la fumée, le vieux bois et la peau d'homme. Sa respiration se calmait peu à peu, mais au fond de sa poitrine, une tension vibrait encore, comme une corde tendue sous un doigt hésitant. Ses pensées s'agitaient dans sa tête, tels des oiseaux effarouchés cherchant désespérément une issue. Elle s'était enfuie. Cette idée revenait sans cesse, martelant ses tempes. Elle n'avait pas simplement quitté le bal, pas simplement échappé à la surveillance de son père. Non, elle s'était enfuie de sa vie d'avant. Et maintenant, elle était là, dans cette cabane en bois perdue, au milieu de collines sauvages et silencieuses, où le temps lui-même semblait s'être suspendu. Ici, il n'y avait ni titre, ni nom de famille, ni sourires mondains et hypocrites. Seulement l'air sec, les planches craquelées du sol, le silence, l'odeur des pins et le sifflement du vent derrière les murs. Elle était chez un inconnu qui la regardait non pas comme une demoiselle de bal, ni comme une étrangère, mais comme un animal sauvage sorti de son milieu naturel. Il ne montrait aucune pitié, mais aucune hostilité non plus. Il n'essayait pas de la toucher, ne posait aucune question, ne manifestait aucune curiosité. Il était simplement là, et cela, étrangement, l'effrayait encore plus que s'il avait crié, était brutal ou menaçant. Soudain, la porte grinça, un son sec et prolongé. Daniel était de retour. Il franchit le seuil sans se presser, avec une légère lassitude dans sa démarche. Il tenait un seau d'esto à la main, un couteau de chasse à la ceinture. Tout en lui était comme la veille. Le même gilet usé, le même pantalon épais et poussiéreux, taché de terre.
Il lui lança un regard bref et intense, puis hocha la tête, comme pour vérifier qu'elle n'avait pas disparu, qu'elle était toujours là, vivante. « Tu peux te laver là, » dit-il à voix basse, en désignant une petite porte menant à une annexe. « Je ferai chauffer de l'eau plus tard. »« Merci, » répondit-elle, presque dans un murmure. Sa voix se brisa, comme si une corde invisible lui serrait la gorge. Il posa silencieusement le seau contre le mur, retira sa veste et l'accrocha à un clou près de la porte. Tous ses gestes étaient calmes, mesurés, précis, ceux d'un homme habitué à la solitude, au travail et à l'absence de regards indiscrets. Chacun de ses mouvements respirait l'expérience et une force intérieure, et aussi une fatigue silencieuse. « Ça fait encore mal ?» demanda-t-il sans tourner la tête. « Un peu. J'ai l'impression que ma tête est serrée, et l'égratignure sur ma jambe me lance. Je crois que mon dos est contusionné. Tout est encore flou. Il faudra changer le pansement. Plus tard. Pour l'instant, laisse la peau respirer. » Elle hocha de nouveau la tête. Elle resta assise, le regardant allumer le feu dans le foyer, avec une dextérité déconcertante. La flamme jaillit, se mit à danser, projetant des reflets rougeâtres sur les murs. Tout ce qui se passait autour d'elle lui semblait être une scène d'un autre monde, d'une vie où il n'y avait ni perles, ni dentelles, ni parquet ciré, ni convenances étouffantes. Dans ce monde, il n'y avait ni tenue coûteuse, ni gants brodés, seulement du cuir, du bois et du feu. Tout était plus simple. Et c'est précisément pour cela que c'était effroyablement réel. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle hésitante, comme si elle enfreignait une règle tacite de cette cabane. Il jeta un regard par-dessus son épaule, bref et calme, puis se retourna vers les bûches. « Assez longtemps. Seul. » Cette fois, il se redressa, regarda par la fenêtre, comme pour vérifier quelque chose à l'extérieur, ou peut-être simplement pour se donner le temps de réfléchir. Toujours seul. Elle aurait voulu poser une autre question. Pourquoi? D'où venait-il? Qui était-il avant cette vie? Mais quelque chose en elle la retint. Elle commençait à comprendre que dans cette maison, les mots n'étaient pas jetés en l'air. Ici, chaque mot était prononcé uniquement lorsqu'il était vraiment nécessaire, et elle respectait ce silence. Il prit sur une étagère 2 morceaux de pain rustique, coupa une tranche de viande séchée, posa le tout sur une assiette en bois et la plaça sur la table. Puis il lui fit un léger signe de tête, comme pour dire « mange », sans ordonner, sans insister, juste une offre humaine. Vivienne s'approcha lentement de la table et s'assit. Il n'y avait pas de fourchette, seulement un couteau. Elle ne demanda rien, n'hésita pas. Elle prit un morceau de pain et mordit dedans avec précaution. Il était dense, un peu trop salé, avec un arôme de four. La viande était dure, fibreuse. Tout cela était authentique. Et à chaque bouchée, la sensation que tout cela n'était qu'un rêve s'estompait. Elle était là, elle mangeait, elle vivait. « On va te chercher ?» Sa voix retentit soudainement. Elle se figea. Ses doigts s'arrêtèrent sur le bord de l'assiette. Elle leva les yeux, croisa son regard, puis hocha lentement la tête. Probablement, mais pas tout de suite. D'abord, ils penseront que je suis monté dans ma chambre, ou que je suis contrarié, ou... Elle ne termina pas sa phrase. Il ne la pressa pas. Il attendait, simplement, calmement, silencieusement. Et cette attente semblait particulièrement pesante. « Je devais me marier, » dit-elle, comme si elle exhalait une vieille douleur, avec un homme que je n'aimais pas, qui ne s'intéressait pas à moi, ni à mes pensées, ni à mes rêves, ni à ce que je ressentais. Pour lui, j'étais un nom de famille, un investissement, un calcul économique. Pas une femme, pas un être humain. Il ne répondit pas immédiatement. Son visage ne changea pas, mais dans ses yeux, quelque chose de lourd,
de profond, sembla passer un instant. Pas de la compassion, pas de la pitié, de la compréhension ou un souvenir. « Tu n'es pas la première, » dit-il doucement. Qu'on marie de force, à qui on ne demande rien, qu'on n'appelle pas par son prénom, mais par son statut. Elle scruta son visage. Pour la première fois, vraiment. Il n'y avait aucune douceur dans ses traits. Il était anguleux, avec des pommettes saillantes et une mâchoire carrée comme taillée dans la pierre. Mais il n'y avait pas de méchanceté, seulement une réserve et du silence. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un vous attendait quand vous êtes parti ?» Il leva lentement les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent. Aucune réponse ne vint, pas un mot, pas un hochement de tête. Seulement le silence. Mais elle comprit. La réponse était oui. Et ce silence fut plus lourd que n'importe quel aveu. Dehors, le vent se mit à gémir contre les murs. Quelque part dans la forêt, un oiseau cria, un son solitaire et strident, comme en écho à une douleur invisible. Vivienne ne savait pas combien de temps s'écoulerait avant qu'elle puisse à nouveau considérer cet endroit comme temporaire. Ou peut-être un jour, comme sa maison. Mais elle sentait que la peur reculait, lentement, mais sûrement, comme la neige fondant au soleil. Et peut-être qu'un jour, elle comprendrait qui était cet homme rencontré dans l'ombre. Pour l'instant, il se contentait d'attiser le feu, avec précision, avec soin, comme s'il créait de la chaleur non seulement dans le foyer, mais aussi dans l'espace qu'elle habitait désormais. Et il ne détournait pas les yeux. Plusieurs jours passèrent, et Vivienne cessa de les compter, comme si tenir le compte du temps aurait été admettre que son séjour ici n'était plus un hasard, mais quelque chose de plus. Au début, elle se disait qu'elle se remettait simplement du choc et de ses blessures. Mais chaque matin, en se réveillant sous la lourde couverture de laine, en respirant l'odeur de fumée, de pain et de bois frais, elle réalisait que la panique avait disparu. Une clarté fragile, comme la première glace, l'avait remplacée. Et il était là, à ses côtés. La vie dans la cabane avait pris un certain rythme, strict, simple, mais fiable. Ce n'était pas le confort auquel elle était habituée. Pas de rideaux en dentelle, de miroirs dorés, de coussins en soie ou de domestiques. Ici, tout était différent. Le seau en bois près de la porte, le feu brûlant régulièrement dans le foyer, l'eau tiède préparée à l'aube, les couteaux aiguisés rangés par taille, et la peau de bête à l'entrée, comme une frontière entre le monde extérieur hostile et le nouvel espace où elle se trouvait. Elle lavait les tasses et les bols en étain près du tonneau de Io. Elle portait une simple robe de lin brut mais propre, chaude, de couleur gris foncé, avec de longues manches et un rapiessage au coude. Elle l'avait trouvée dans un coffre au grenier de la cabane, soigneusement plié parmi d'autres vêtements qui sentaient le temps et les planches de pin. Le corset appartenait au passé, tout comme les froufrous et tout ce qui l'avait entravé. Ses cheveux, attachés en un chignon lâche, s'échappaient constamment et collaient à ses joues. Mais elle ne se pressait pas de les arranger. Ici, cela n'avait aucune importance. C'est dit que ses doigts étaient engourdis par le froid. Sa peau se fendillait. Mais Vivienne ne se plaignait pas. Elle savait déjà où se trouvaient chanter les chiffons, quel bois séchait le mieux, et qu'il ne fallait pas toucher au papier, que Daniel sortait parfois le soir, les examinant en silence, le front plissé et tendu. Ses papiers épais étaient comme un rideau sur son passé. Elle n'essayait pas de regarder derrière, mais elle sentait qu'il y avait beaucoup de choses derrière là-dedans. Il ne lui posait presque jamais de questions. Son passé, son titre, sa fuite, tout restait dans l'ombre, à moins qu'elle ne décide d'en parler elle-même. De même pour lui. Il ne racontait rien, ne partageait rien, comme si les mots étaient pour lui quelque chose de trop précieux pour être gaspillé.
Mais elle savait déjà qu'il avait un cheval, un vieux gris aux yeux intelligents, qu'il brossait, nourrissait et ferrait lui-même. Qu'il était adroit avec un fusil, aussi adroit que seuls peuvent en l'être ceux qui ont tenu une arme non pas pour le plaisir. Qu'il vivait seul non par manque de compagnie, mais par excès d'épreuves vécues. Parfois, elle surprenait son regard sur elle. Ce n'était pas un regard insistant ou exigeant, juste un regard, comme s'il vérifiait qu'elle était bien là, qu'elle allait bien. Et chaque fois, il lui semblait que ce regard effleurait sa peau, comme le vent du matin caresse le visage, frais mais prudent, avec une chaleur invisible. Un jour, la neige se mit à tomber. Elle arriva soudainement, sans avertissement, sans un bruit. Des flocons blancs descendaient lentement du ciel, se posant sur le toit, le sol, les arbres. La cabane fut plongée dans un silence particulier, dense, cotonneux, comme une couverture de laine. Daniel ne partit pas dans la forêt comme d'habitude. Il resta, il alluma le feu plus tôt, sortit une marmite supplémentaire, l'aida à rentrer un lourd panier de bois. Il n'expliqua pas pourquoi, elle ne demanda pas. Le silence entre eux n'était plus froid. Il était devenu vivant, presque chaleureux. Puis on frappa. Un coup sourd, sec, au milieu de la nuit. Ce n'était pas le craquement du bois, ni le bruit d'un animal. C'était un coup à la porte. Daniel se réveilla instantanément, s'assit, tendit l'oreille. D'un geste, il lui ordonna de s'écarter contre le mur. Vivienne obéit sans réfléchir. Il prit son fusil. Lentement, sans un bruit, il s'approcha de la porte. Il se colla de côté contre elle, écoutant. « Qui est là ?» Sa voix était basse, mais empreinte de fermeté. « Attends, Macrow !» cria une voix rauque de l'extérieur. « C'est moi !»« Phil !»« De la mine, j'ai besoin d'un abri, Dan. Aide-moi !» Vivienne sursauta. Elle n'avait jamais entendu personne appeler Daniel par son nom de famille. Et pour la première fois, elle le vit se tendre. Pas son corps, son visage. Sa mâchoire se serra, ses yeux se plissèrent. Il n'ouvrit pas tout de suite. « Tu es seul. Seul, je le jure. Je suis blessé près du col. On m'a attaqué. Des bandits. Juste pour une nuit. » Daniel hésitait encore. Puis le verrou cliqua. La porte s'entr'ouvrit. Un homme, vêtu d'une cape imprégnée de boue et de sang, entra en chancelant. Son visage peau était couvert d'une barbe hirsute, son regard trouble. Il sentait le fer, la sueur et l'humidité. Il remarqua immédiatement Vivienne. « Et ça, c'est qui ?» demanda-t-il en grimaçant. « Tu vis avec des femmes maintenant, Dan. »« Ce ne sont pas tes affaires, » coupa Daniel. « Assieds-toi. Montre ta blessure. » Elle se tenait dans l'ombre, mais sans se cacher. Elle n'éprouvait plus cette peur qui l'avait consumée la première nuit. Il y avait de la tension, oui, mais pas de faiblesse. Elle savait que si Daniel l'avait laissée entrer, c'était nécessaire. Mais elle savait aussi qu'il ne permettrait pas à un étranger de franchir les limites. Phil s'assit, jeta sa cape. En dessous, une vieille chemise dont la manche était imbibée de sang. La blessure semblait superficielle, mais sale. Daniel apporta des bandages, de l'alcool, sans un mot. Il savait trop bien comment soigner ce genre de blessures. Il connaissait trop bien ceux qui les rapportaient. Plus tard, lorsque Phil, après avoir bu une rasade de liqueur, s'effondra lourdement sur la peau de bête près du foyer et sombra dans le sommeil, Daniel s'approcha d'elle. Il ne la toucha pas, ne s'approcha pas trop, se tint simplement à ses côtés, presque épaule contre épaule. « Il partira demain, » dit-il doucement. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Elle le regarda longuement, calmement, sans détourner les yeux, et hocha la tête. « Merci, » murmura-t-elle. « D'être là. » Il ne répondit rien, mais son regard en disait plus que les mots, plus qu'elle ne l'attendait. Quelque chose d'impalpable, de chaud, d'authentique, comme le feu dans le foyer au cœur de la nuit la plus sombre. Et cette nuit-là, la neige tombait encore, sans bruit,
sans hâte. Elle se posait sur le toit, sur les arbres, sur le sol, indifférente, mais magnifique. Et dans la cabane, malgré l'inquiétude, il faisait chaud, chaud et un peu plus silencieux qu'avant, parce qu'entre eux, quelque chose avait changé. Quelque chose avait bougé, doucement, imperceptiblement, mais de manière irréversible. Phil partit le 3e jour, comme Daniel l'avait promis. Il partit tôt le matin, avec les premiers rayons timides du soleil d'hiver, sans un mot de trop, sans se retourner, sans même jeter un regard à Vivienne, comme s'il comprenait qu'il n'était pas à sa place et qu'il était resté trop longtemps. Daniel referma silencieusement la porte derrière lui, resta un moment appuyé contre le chambranle, regardant longuement le sentier forestier où il n'y avait plus aucune trace. Seulement la blancheur de la neige et un silence, comme après un coup de feu. Quand il rentra, son visage était concentré, réservé, mais la tension avait disparu de ses traits, comme si, avec l'invité indésirable, une ombre qui avait pesé dans un coin de la cabane s'était dissipée. La neige ne fondait pas. Elle s'épaississait, recouvrant le toit d'un doux coton, s'accumulant sur les rebords de fenêtres, couvrant les marches, rendant chaque sortie difficile. Elle crissait sous les bottes, grinçait dans le silence, éblouissait de sa blancheur. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. Le feu dans le foyer était devenu une partie de leur vie, aussi essentielle que la respiration. Son crépitement, sa chaleur, étaient devenus la toile de fond de leur histoire lente et silencieuse. Même le silence entre eux ne semblait plus gênant. Au contraire, il avait acquis quelque chose de profond, de presque intime. Ils commencèrent à parler plus souvent. Pas d'eux-mêmes, pas de ce qui les avait blessés dans le passé ou de ce qui les attirait dans l'avenir. Ils parlèrent de choses simples, comment fendre du bois sans que le coin ne dévie, comment distinguer la trace d'un loup de celle d'un chien, comment protéger la nourriture des animaux sauvages. Cela pouvait sembler anodin, mais chaque phrase contenait plus de proximité que n'importe quelle confession. Vivienne écoutait attentivement, mémorisait, hochait la tête, posait des questions. Elle captait le timbre de sa voix, remarquait comment il changeait, s'adoucissant quand elle riait, se durcissant quand il parlait d'un passé qu'il refusait obstinément de nommer. Elle le remarquait de plus en plus. Ses mains, fortes, burinées, calleuses, mais soignées. Son regard, gris-vert, avec un léger voile de fatigue et de méfiance. Sa démarche, lente mais assurée. Et bête, et aussi, la façon dont il laissait parfois, comme par hasard, son regard s'attarder sur elle. Pas comme les hommes regardent les femmes avec désir, ni comme les aînés avec sollicitude. Son regard était attentif, égal, chaleureux, comme s'il apprenait à la voir différemment, non plus comme une fugitive, ni comme une invitée, mais comme quelqu'un d'important. Un matin, elle se réveilla avant lui. Elle fut réveillée par la lumière, douce, diffuse, aux reflets bleutés. Elle filtrait par la fenêtre et jouait sur les murs en bois, comme le reflet changeant de la glace. Elle se leva, mit un châle et sortit sur le porche. L'air était frais, perçant, mais elle resta, appuyée contre un poteau en bois. Ses cheveux étaient tressés en une natte lâche, ses doigts étaient engourdis, mais il y avait quelque chose de pur dans ce matin. Des pas derrière elle la firent en se retourner. Il se tenait là, pieds nus, une tasse à la main, les épaules couvertes d'un plaid en laine. Son visage était encore endormi, mais son regard était clair. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Il fait froid », dit-il doucement, et sa voix résonna particulièrement près. « Je sais », répondit-elle avec un léger sourire. Il lui tendit la tasse. La boisson à l'intérieur dégageait un arôme âpre et amer, herbe des bois, racines séchées, menthe. Elle prit la tasse, leurs doigts se frôlèrent un instant. Il ne retira pas sa main, et elle non plus ne la lâcha pas tout de suite. À cet instant, quelque chose de presque imperceptible passa entre eux,
comme un courant dans l'air avant un orage. Ils s'assirent en silence, côte à côte, sur une marche en bois. Épaule contre épaule, lui dans son plaid, elle, avec la tasse entre ses mains. Leur conversation était banale. Combien de temps la neige tiendrait encore? Ou tracer un nouveau sentier, s'il y aurait assez de sel jusqu'à la fin du mois. Mais sous les mots, quelque chose d'autre circulait, de plus profond. Chaque regard, chaque soupir, chaque pause entre les phrases était tissé de cette tension qui naît lorsque les mots ne suffisent plus. Elle le regardait sans ciller. Elle voyait son profil acéré, ses lèvres légèrement gercées, une fine ride à sa tempe. Elle pensait au peu qu'elle savait de lui et au combien elle ressentait déjà. Il se tourna vers elle, leurs regards se croisèrent. Et dans ce regard, il n'y avait plus de défense. Alors qu'il se levait pour rentrer, elle dit doucement « Attends ». Il s'arrêta, se retourna, la regarda avec la même attention, sans un mot de trop. « As-tu déjà pensé » commença-t-elle en hésitant, baissant les yeux, que l'on pouvait vivre ainsi, sans se cacher, sans avoir peur, juste être. Il s'approcha lentement, se pencha légèrement, la regarda dans les yeux. Sa paume se posa sur sa joue. Le contact fut chaud, lent. Ce n'était pas une impulsion, c'était une décision. Elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha légèrement en avant. À cet instant, il sembla que la cabane, la neige, la forêt, tout avait disparu. Il ne restait plus que lui et elle, et ce courant inexprimable entre eux. Il retira sa main, mais pas immédiatement, et lorsqu'il fit un pas en arrière, son regard resta sur elle. « Je dois travailler, dit-il doucement, presque en s'excusant. « Je sais, répondit-elle, sans cacher ni son sourire ni le tremblement dans sa voix. Il partit. Mais toute la journée, pendant qu'il fendait du bois, réparait le toit, allait chercher de l'eau au ruisseau, elle sentit ses regards sur elle. Et lui, il sentait sa présence. Tout avait changé, et rien n'avait été dit. Mais ce moment demeura, simple, clair, sans parole, comme la première goutte de pluie tiède dans un long et solitaire hiver. Et soudain, l'hiver ne parut plus si froid. Le printemps n'arriva pas d'un coup. La neige se retirait lentement à contre-cœur, comme un vieil homme quittant un fauteuil confortable. Elle persistait en îlots entre les arbres, s'accumulait à l'ombre sous le toit, refusant longtemps de se transformer en eau. Des gouttes tombaient en des toits, formant de longs glaçons de verre qui tintaient au moindre souffle de vent. La terre dégelait péniblement, laissant percer une humidité qui sentait les feuilles de l'année passée, la mousse décomposée et les aiguilles de pin mouillées. L'air était différent, plus léger, plus humide, rempli de bruissements, de craquements, de gouttes et des timides chants d'oiseaux qu'on n'entendait pas la veille. Vivienne sortait de plus en plus souvent dans la cour, comme pour vérifier que tout cet hiver n'avait pas été un rêve. Elle fermait la lourde porte en bois derrière elle, mettait un chaud châle de laine et inspirait à plein poumon. Cet air était presque amer de fraîcheur, mais il y avait en lui quelque chose de libérateur. Son corps ne frissonnait plus de froid le matin. Il s'était habitué aux vêtements de laine, au grincement du plancher, à l'odeur de fumée qui s'était imprégnée dans ses cheveux. D'ailleurs, elle ne prenait plus le même soin de ses cheveux. Elle les tressait, laissant parfois des mèches s'échapper. Et ce n'est que le soir, près du foyer, qu'elle les peignait de longs et lents mouvements. Il ne sentait plus les fleurs ni le parfum, mais le soleil, le pain et un peu Daniel. Il n'était plus pour elle simplement le propriétaire de la cabane. Il était devenu une partie de son temps, de son quotidien, qui avait soudainement pris un sens. Il était dans son premier regard du matin, dans ses gestes, dans le silence du dîner, dans la légère moquerie lorsqu'elle confondait les nœuds de chasse. Il était là quand elle se souvenait de son ancien moi, celle qui avait peur de salir ses gants et ne savait pas comment tenir un couteau. Il ne lui apprenait pas avec condescendance.
Il montrait, expliquait, attendait en silence qu'elle comprenne. Et c'était une forme de confiance particulière. Chacun de leurs jours se fondait en quelque chose de commun. Ils se partageaient le travail. Elle l'aidait pour les petites choses, cousait elle-même des sacs pour les céréales, triait les herbes séchées. Ils travaillaient longuement dans la cour, réparaient la clôture, affûtaient les outils, se préparaient pour les nouvelles saisons. Le soir, c'était le thé, le silence, le feu, parfois des mots, mais le plus souvent, des regards. Ils ne parlaient pas directement de leurs sentiments. Peut-être ne savaient-ils pas comment faire, ou ne voulaient-ils pas effaroucher ce qui commençait à peine à germer. Mais tout était visible sans parole. Quand il lui tendait, sans qu'elle le demande, une tasse d'infusion chaude, quand il ajustait sa couverture, effleurant à peine son épaule. Quand il la regardait plus longtemps que d'habitude, sans détourner les yeux, même si elle soutenait son regard. Ces moments étaient des plus subtils qu'un souffle, mais bien plus lourds de sens que de grandes déclarations. Une nuit, Vivienne se réveilla en sueur froide, la poitrine oppressée. Elle avait rêvé de la forêt, de quelqu'un derrière elle, de mains qui tentaient à nouveau de la retenir, non par amour, mais par droit. Elle ne cria pas, mais sa respiration se fit courte, ses doigts se crispèrent. Daniel entra en silence. Il ouvrit simplement la porte, s'assit à côté d'elle, sans poser de questions. Il prit sa main fermement, calmement, non pas comme une consolation, mais comme une encre. Elle regarda sa paume dans la sienne et sentit la peur reculer. Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme, et sa main resta dans la sienne jusqu'au matin. Un jour, quand il dit qu'il allait construire une annexe, elle demanda avec un sourire : « Tu manques souvent de place. » Il haussa les épaules. « Il faut bien stocker les provisions. Et d'autres choses. »« Tu fais tout toi-même » Il la regarda, plissant les yeux face au soleil, et dit doucement : « Plus maintenant. » Et il lui tendit un deuxième marteau. Elle le prit, sans hésiter. Parfois, après le travail, il s'asseyait près du foyer. Elle lui racontait des histoires. Sur les bals, la musique, sur la façon dont, dans son monde, on appréciait le regard, la posture, la démarche. Sur la façon dont on lui avait appris à se taire quand elle voulait crier. Il écoutait attentivement, hochait parfois la tête, grognait de temps en temps. Et puis c'était à son tour de parler. Avec réticence, par bribes, avec des pauses. Il racontait comment, dans sa jeunesse, il avait travaillé à la mine, comment il avait perdu son frère, comment un jour il était parti dans la forêt et n'était jamais revenu, parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus vivre parmi ceux qui ne font que prendre. « Si tu étais resté là-bas, dit-il un soir, alors que les braises rougeoyaient à peine, tu serais devenue une étrangère, pour toi-même. » Elle regarda longuement le feu, puis hocha la tête. Sa voix était basse. Je le sentais déjà. J'avais juste peur de l'admettre. Cette nuit-là, ils ne se couchèrent pas tout de suite. Ils restèrent assis, comme d'habitude, sur la peau de bête près du feu, sans se toucher, sans parler, juste l'un à côté de l'autre. Et dans cette proximité, il y avait plus que dans n'importe quelle étreinte. Quand il effleura légèrement sa main, avec hésitation, comme pour demander la permission en silence, elle ne recula pas. Leurs doigts s'entrelacèrent. Ce n'était pas un aveu, c'était un consentement. C'est ainsi que commence ce qui est de vrai, non pas avec des serments, ni avec la passion, ni avec des promesses, mais avec le silence, avec un soutien muet, avec un regard qui dit « Je suis là ». Et avec une main que l'on tient non pas pour être sauvé, mais pour être ensemble. Et ce printemps, qui ne faisait que s'éveiller, voyait déjà grandir entre eux quelque chose de fort, de silencieux, comme des racines sous la terre, invisibles au premier abord, mais inévitables. Le printemps s'installa pleinement.
La neige avait complètement disparu, comme si ces longs mois silencieux de blancheur, de froid et de contrainte n'avaient bien fait jamais existé. L'herbe jeune l'avait remplacée, fragile, d'un vert éclatant, comme un premier souffle après une longue maladie. Des ruisseaux dévalaient les pentes, bruyants, joyeux, pleins de vie. L'air était devenu humide, saturé des parfums de la terre nouvelle, de l'écorce chauffée par le soleil, des gouttes tombant des branches de sapin. Tout respirait, tout vibrait, tout vivait. Vivienne marchait désormais de plus en plus souvent pieds nus, non par commodité, mais parce qu'elle voulait sentir la terre. Elle voulait sentir sous ses pieds sa douceur, la froideur de la rosée, le chatouillement des tiges printanières. Sa robe était devenue plus courte. Elle avait elle-même raccourci l'ourlet pour qu'il ne la gêne pas lorsqu'elle transportait de l'audio, retournait le foin ou aidait Daniel dans ses tâches. Ses cheveux restaient plus souvent détachés, tombant en une vague chaude sur ses épaules. Son visage avait légèrement hâlé. Sa voix avait gagné en calme, ses mouvements en assurance. Elle n'était plus la femme qui s'était enfuie d'un bal. Elle était devenue une partie de cette terre. Un matin, alors que le ciel était particulièrement clair et l'air particulièrement doux, elle revint d'une promenade en lisière de forêt. À la main, un bouquet de menthe fraîche, dans ses cheveux, un ruban oublié. Près de la maison, elle trouva Daniel. Il était accroupi sur les marches, en train d'affûter un couteau. Sa chemise aux manches retroussées laissait voir ses avant-bras puissants. Son regard était concentré. En entendant ses pas, il leva les yeux. Et dans ses yeux, elle vit de nouveau ce qu'elle voyait chaque jour, l'acceptation, sans question, sans exigence, sans attente. Simplement un « Je suis heureux que tu sois là. Et tu penses à partir ?» demanda-t-il alors qu'elle s'asseyait à côté de lui sur la marche. Elle regarda en silence vers la forêt, là où, autrefois, dans une autre vie, elle avait perdu connaissance, là où avait commencé ce qui lui avait d'abord semblé être la fin. « Plus maintenant, » répondit-elle doucement. Il hocha la tête, sans surprise, comme s'il l'avait su bien avant elle. Ils ne parlaient pas de l'avenir. Il n'avait plus besoin d'être discuté. Il était là dans leur routine, dans les petites choses, dans sa tasse posée à côté de la sienne sur l'étagère, dans sa chemise séchant sur un clou près du poêle. Dans la façon dont ils transportaient le bois ensemble, partageaient un mantoitage et le pain, s'asseyaient en silence près du feu le soir. Ils vivaient, tout simplement, respiraient, existaient. Cette nuit-là, Vivienne ne dormit pas. Le feu dans le foyer crépitait doucement, paresseusement. Elle était allongée, écoutant la respiration de Daniel, le craquement des planches dans les murs. Et soudain, elle se leva, s'approcha de lui en silence. Il se réveilla aussitôt, ouvrit les yeux, la regarda. Il n'y avait aucune surprise dans son regard, aucune question, seulement du calme et une invitation, non par des mots, mais par un mouvement de sa main. Il écarta le bord de la couverture. Elle s'allongea à côté de lui, avec précaution, comme si elle entrait dans l'eau. Elle sentit sa chaleur contre elle, son souffle sur sa tempe, son épaule sous sa joue. Il ne la toucha pas tout de suite. Il attendait, comme toujours, sans se presser, sans exiger. Comme si chacun de ses gestes devait être non seulement un geste, mais la confirmation que tout se passait comme il le fallait. Sa paume se posa sur son dos, avec précaution, doucement, comme pour demander « puis-je ». Elle ne répondit pas avec des mots. Elle répondit avec son souffle, avec l'inclinaison de sa tête, avec la façon dont son corps réagit à son contact, non par la peur ou la tension, mais par la confiance. Ce n'était pas de la passion, pas un éclair. C'était quelque chose de plus grand, lent, chaleureux, simple. Ils restèrent allongés, l'un à côté de l'autre, sans hâte, sans parler, écoutant les gouttes de pluie tomber sur le toit, le murmure du vent nocturne dans la forêt. C'était un commencement, ou une continuation, ce vers quoi ils avaient
Tendu tous ces mois, inexorablement, mais silencieusement, à chaque regard, à chaque pas côte à côte, à chaque mot, prononcé ou non. Le matin, ils gardèrent le silence. Il sortit le premier, comme toujours. Se mit à fendre du bois, fronçant légèrement les sourcils sous le soleil éclatant. Elle, connaissant déjà son rythme, prépara le café, avec 2 pincées de racines moulues, comme il l'aimait. Elle sortit dans la cour, lui tendit sa tasse. Il hocha la tête en guise de remerciement. Ils s'assirent sur les marches, buvant leur café chaud, et regardèrent le disque solaire s'élever lentement au-dessus des arbres, colorant la forêt d'une lumière cuivrée et dorée. Aucun d'eux ne prononça un mot. Ce n'était pas nécessaire. Le temps passa. Peut-être 1 mois, peut-être 2, compter les jours n'avait plus de sens. Quand on vit loin des rues bruyantes, des invitations, des bals, de la tension perpétuelle, le temps s'écoule différemment. Il cesse d'être un ennemi. Il devient une rivière sur laquelle on peut naviguer. Les matins commençaient à Inde avec l'odeur du café et du pain frais. Vivienne avait appris à faire du pain au levain, avec une croûte croustillante, et même Daniel, habitué à la viande séchée et aux galettes de maïs, regardait désormais ses miches avec respect. Dans le potager derrière la cabane, la verdure pointait, leur première récolte. Elle plantait à la main dans la terre, sans ménager ses doigts. Elle parlait aux plantes. Daniel se moquait, mais il finit par faire de même. Il n'était plus celui qu'il était le premier soir où elle s'était réveillée dans sa cabane. Il s'était adouci. Ou peut-être s'était-il simplement permis de l'être. Son silence n'était plus une défense. C'était devenu un refuge. Il savait quand s'approcher, quand se taire, quand simplement être là. Ils construisirent une 2e grange, un auvent sur le porche, une petite clôture pour les poules. Ensemble, sans se presser, en plaisantant, avec des pauses. Et tout cela, non pas pour le quotidien, mais pour un avenir qu'ils n'avaient tant plus peur de construire. Un jour, un voyageur arriva, un vieil homme aux yeux fatigués. Il cherchait un abri pour la nuit. Ils le firent entrer, le nourrirent, et lui, en voyant Vivienne, se figea soudainement. « Vous êtes bien Lady Vivienne ?» demanda-t-il. Elle regarda Daniel, puis hocha calmement la tête. « Je l'ai été, autrefois. » Le vieil homme voulut dire quelque chose, mais se ravisa. Il resta une nuit, puis repartit le matin, et personne d'autre ne vint. Le passé n'avait pas disparu. Il avait simplement cessé d'être la seule chose qui la définissait. Vivienne ne retourna pas dans les salles de bal, elle ne remit pas de soie. Mais un jour, elle sortit du coffre sa robe, celle avec laquelle sa fuite avait commencé. Elle la déplia, la caressa et sourit. Elle l'accrocha au mur, à côté d'une branche de menthe séchée. Non pas comme un rappel, mais comme un signe. Cela a existé. Mais maintenant, c'est différent. Et le soir, comme toujours, ils étaient assis près du feu. Ils réparaient un harnais. Elle tricotait quelque chose de doux, de gris, une future couverture. Entre eux régnait un silence, et il était plein, pas vide. Il n'y avait nul besoin de parler. Quand elle le regarda, non pas à la dérobée, mais ouvertement, directement, il leva également les yeux, et il sourit. C'était leur vie, pas parfaite, pas un conte de fées, mais réelle. Et elle n'avait besoin de rien de plus.